Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il va falloir être attentif parce que le sujet est plus compliqué qu'il n'y paraît. On parle de chiffrement et pas de cryptage comme diraient certains. Pour ceux qui se demandent quelle est la différence entre les deux, postez-le en commentaire. Fuite de données personnelles, de comptes clients, écoute de conversations étatiques ou interception de plans de sous-marins, on sait que pour s'en protéger, il faut chiffrer. Mais comment être certain de bien chiffrer ? Tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut pour chiffrer? Dans la recette, on a trois composants. L'algorithme, qui est la base mathématique utilisée pour obfusquer les données, son implémentation, c'est-à-dire le logiciel conçu à partir de l'algorithme, et enfin la clé, qui est utilisée pour chiffrer, évidemment déchiffrée par la même occasion. Ces trois composants sont critiques. Une seule faille et c'est tout le processus qui s'écroule. C'est là que l'on distingue le bon et le mauvais chiffreur. Vous le savez, le bon chiffreur, il prend un fichier, il le chiffre. Le mauvais chiffreur, bon, il fait pareil, mais c'est un mauvais chiffreur. Bon, t'as le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Ouais, voilà. Il tire. Le bon chasseur, il voit un truc. Bon, il tire, mais c'est un bon chasseur. Hein. On trouve donc des failles dans tous les composants du chiffreur. Au niveau de l'algorithme déjà, ça arrive, souvenez-vous du début du Wi-Fi. Une faiblesse dans l'algorithme WEP permettait de récupérer la clé avec suffisamment de données capturées. Plus généralement, le chiffrement reposant sur la clé, celle-ci doit être difficile à deviner. Et vu la puissance de calcul actuellement disponible, il faut une très grande clé. Par exemple, sur l'algorithme asymétrique RSA, basé sur la factorisation de nombres premiers, les clés de 256 bits sont cassées en quelques minutes. Et on doute aujourd'hui de la résistance des clés de 4096 bits. D'où l'utilisation d'algorithmes à courbe elliptique et le travail sur le chiffrement résistant aux ordinateurs quantiques. On entend également régulièrement parler de la vulnérabilité dans l'implémentation logicielle. Quelques exemples avec Freak, Logjam sur TLS ou encore Roca, une erreur directement codée sur les puces Infineon. Ici, nous sommes sur des erreurs de développement classiques en logiciel. Toujours dans le logiciel, des implémentations peuvent aussi être volontairement altérées pour permettre à certains organismes de déchiffrer le flux, comme la NSA sur l'implémentation IPsec de Juniper, selon la société ComSecuris. On retrouve ici notre sujet des backdoors abordé dans la précédente vidéo. Enfin, le cycle de vie de la clé est l'élément central d'un bon chiffrement. Il se compose de trois phases critiques. Première phase critique, la génération de la clé. Cette phase pose beaucoup de problèmes car elle est censée s'appuyer sur un nombre aléatoire appelé graines. Or, ça n'existe pas dans notre informatique déterministe. Conséquence, beaucoup de clés sont générées à partir de graines qu'il est possible de deviner. Et ainsi, on réduit la complexité de la clé. C'est un vrai sujet sur l'algorithme RSA notamment. Et toujours à propos de RSA, ce sont 40 millions de tokens SecureID qui avaient dû être remplacés suite au vol de la graine utilisée pour les programmer. Deuxième phase critique, la phase d'échange de la clé. Pour déchiffrer, il faut connaître la clé évidemment. Il y a donc un moment où les deux interlocuteurs s'accordent sur la clé. Et là, on observe bon nombre de failles. Un exemple avec l'attaque crack sur WPA2, mais également l'attaque CAT sur RSA. Grosso modo, c'est comme mettre le mot de passe directement dans le mail avec le fichier que vous aurez chiffré. Et troisième phase critique, le stockage de la clé. Celle-ci ne doit pas être accessible, sinon tout s'écroule. Que ce soit le post-it ou le fichier de mot de passe en clair, ce sont des failles grossières qui mettent à mal le plus robuste des algorithmes. Sans oublier qu'il existe des faiblesses sur le matériel. Ainsi, on peut assez facilement récupérer une clé de chiffrement de disque en réalisant une attaque d'écoute électromagnétique, appelée side channel, au niveau physique d'une puce TPM mal conçue, par exemple. On voit bien qu'un bon chiffreur n'est pas si simple à réaliser. En grande partie parce qu'il y a plusieurs intervenants dans la chaîne de conception, des mathématiciens, des développeurs, des exploitants et des utilisateurs. Chacun, à son niveau, doit produire un travail parfait pour que le chiffrement soit robuste. Aucun aspect ne doit être négligé. C'est pour cela que l'ANSSI travaille avec les industriels sur les algorithmes de chiffrement et leur implémentation. Le résultat est un moteur de chiffrement fiable et robuste. Mais ça ne suffit pas. Réaliser une configuration dans les règles et procéder aux mises à jour sont des pratiques indispensables. Ainsi, le risque de faille est réduit. Voilà! C'est tout pour aujourd'hui, protégez bien vos clés, merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la si elle vous a plu et n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour échanger. À bientôt!